Bonsoir à tous. Donc, pour aujourd'hui, on va articuler informatique et didactique. Pour ma part, d'habitude, quand j'enseigne... 30 secondes. D'habitude, quand j'enseigne, je m'adapte systématiquement à la réaction des étudiants. J'ai besoin communément d'un feedback. J'ai besoin de voir comment est-ce qu'ils réagissent pour pouvoir adapter mon cours et répondre à leurs besoins. Sauf que, après la période Covid-19, nous sommes passés à un enseignement 100% en ligne. Dans ce cas, comment obtenir ce feedback? Comment savoir si un étudiant a compris? Comment savoir ce qu'il n'a pas compris? Ça m'a posé quelques problèmes. Pour ça, j'ai commencé à utiliser les outils qui sont intégrés à la plateforme Moodle. Parmi les outils qu'on va retrouver, c'est Activité du cours, qui est une approche très minimale. Ça dit telle activité a été consultée tel nombre de fois et par tel nombre d'utilisateurs. Une autre s'appelle Achèvement d'activité, qui est plus complète, mais qui reste équilibrée. Elle stipule est-ce qu'un utilisateur a fini telle activité ou telle autre. Et pour finir, le plus complet d'entre eux est le fichier journal, que je vais appeler plus communément un log. Ça reste le journal en anglais. Pour ça, le log est très intéressant puisqu'il consigne, comme dans un journal, de manière chronologique, tout ce qui se passe sur le cours. N'importe quelle connexion, n'importe quel utilisateur qui se connecte, qui consulte, qui est noté, qui passe un examen, vous allez retrouver ça ici. Donc, pour le cadre théorique, d'un point de vue pédagogique, l'analyse des logs peut aider à vérifier l'alignement entre objectifs d'apprentissage, les activités proposées et les évaluations dans une formation à distance. Pour ça, on se réfère à Bix, 1996, en veillant à ce que les objectifs d'apprentissage soient en cohérence avec les activités proposées et les évaluations, l'alignement pédagogique est garanti. Lui, il s'intéresse à l'alignement pédagogique. Le pourquoi fait référence, lui-même, il fait référence aux travaux de Cohen, 1987. Je vais vous épargner la lecture. Si il y a un alignement pédagogique, on obtient 4 fois plus de résultats pour un effort minimal. Et il en est certain puisque le sigma peut atteindre 1 et dépasse le chiffre 1. Donc le coefficient de certitude de cette corrélation, il l'assure. On va avancer un peu. Donc, nous postulons que l'analyse du comportement des étudiants pour savoir est-ce qu'il y a cet alignement pédagogique, est-ce que les activités correspondent au projet, est capitale. Pour ça, nous nous concentrons sur le fichier log, sur le fichier journal. C'est un gros fichier Excel qui synthétise tout ce qui s'est passé sur un cours en ligne. Sauf que, on a remarqué que la systématisation de l'utilisation de modèles au niveau de toute l'Algérie ouvre une autre porte, celle de pouvoir analyser et comparer plusieurs fichiers log. Donc pour ça, voilà. Donc, fort de ce constat, nous nous sommes lancés dans le projet de développer un logiciel pour analyser les fichiers Moodle. Donc, pour faire simple, la communication d'aujourd'hui vise à vous présenter le logiciel que j'ai créé qui vous permettra d'analyser les comportements de vos étudiants sur un espace en ligne. Voilà à quoi ça peut ressembler. Mais avant d'y aller, on doit se poser quelques questions. Quels sont nos besoins? Donc, pour ça, la première, c'est de pouvoir analyser plusieurs fichiers en parallèle. Explorer un seul, mais ne pas explorer un seul, mais plusieurs fichiers. Que ce logiciel soit facile à partager, qu'il fasse une analyse exhaustive sous tous les axes possibles et imaginables, tout en restant un minimum structuré et facile d'utilisation, et qu'on puisse collaborer autour. Donc, pour ça, les solutions technologiques que j'ai choisies, c'est de coder le programme, le logiciel en Python, sur un Jupyter Notebook. Bon, le Jupyter Notebook nécessite quelques explications. Voici à quoi ça ressemble. Ça marche sur un navigateur Internet. Donc, vous vous connectez au serveur local, vous installez un petit logiciel chez vous, vous lancez le Jupyter Notebook. Ça ressemble à ça. C'est une succession de cases. À l'intérieur de chacune, on peut écrire soit du texte, soit du code informatique qui va être exécuté.
On peut choisir plein de choses, comment est-ce qu'on va les exécuter. Ça sauvegarde automatiquement le rapport et le résultat. Donc, quand on le repartage, il intègre déjà les résultats, ce qui est très utile dans la recherche scientifique. Et pour ça, je vais vous faire une petite démonstration d'abord. Donc, en attendant, à gauche, c'est à ça que ça ressemble. C'est un simple fichier, je peux vous le partager, n'importe qui peut l'exécuter sur son PC. C'est parfaitement adapté à notre besoin. À droite, voici à quoi ça ressemble quand c'est intégré sur Google Drive. Et ça s'est déconnecté. Bon, c'est pas méchant. Pour faire simple, les Jupyter Notebooks sont tellement répandus qu'ils sont déjà intégrés dans votre Google Drive. Si vous avez un compte Google, vous pouvez les lancer. Et en plus, Google est assez généreux, il vous propose, entre autres, c'est pas le seul, mais un serveur sur lequel vous pouvez l'exécuter avec beaucoup plus de RAM et de puissance de calcul que la plupart des PC communs. Mais bon, au début, j'ai commencé à analyser de manière un petit peu aléatoire, au fur et à mesure de l'inspiration, donc j'ai ressenti le besoin d'organiser ça de manière structurée. La première chose que j'ai faite, c'est récupérer les fichiers log auxquels j'avais déjà accès. J'ai choisi pour ça deux corpus, celui d'une formation aux enseignants, une formation à l'utilisation de modèles qu'on a assuré moi et ma collègue, le Dr Touati Aradia, en 2021, en janvier, justement à cause du Covid. J'avais le fichier log du mois de janvier jusqu'à juin et j'ai récupéré le fichier log de l'année qui vient de s'écouler, de mai jusqu'à mai. Et j'ai aussi choisi un autre corpus, celui d'étudiants. C'est des étudiants de Master 2, outils informatiques et rédaction du mémoire, c'est le module que je prends d'habitude. Donc ça, c'est les trois corpus sur lesquels je me suis basé. Si on analyse la répartition dans le temps, on voit qu'il y en a un qui s'arrête aux environs de 2021 et les autres commencent vers 2023. C'est pas par hasard, c'est pour pouvoir obtenir ces résultats. J'ai deux corpus qui se superposent, qui se déroulent sur la même continuité temporelle, et deux autres séparés par un certain laps de temps. Donc, si un chercheur souhaite analyser l'évolution d'un phénomène, l'évolution de l'utilisation d'une compétence à travers le temps, il le pourra. C'est pour ça que j'ai choisi ces trois fichiers, c'est pour pouvoir m'assurer que ce résultat est possible. Donc, ils sont structurés de la même manière. Là, je compare les deux corpus. Pardon, il me reste combien de temps? Ça va? Ça va. Donc, voilà pour la structure. Que 5, donc on va vous épargner quelque peu tout ce blabla. Voilà à quoi ressemble la structure d'un fichier Moodle, d'un fichier log de Moodle. Vous avez des en-têtes, l'événement qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, donc le contexte de l'événement, sur quelle partie du cours est-ce que cela s'est passé, le composant, est-ce que c'est un pactage SCORM, est-ce que ça fait partie du glossaire, ce genre de choses, le nom de l'événement, sa description en anglais, son origine et l'adresse IP de l'utilisateur. Bon, j'ai déjà commencé par faire un nettoyage. J'ai nettoyé les en-têtes, puisqu'il y a une différence entre les deux. Je me suis débarrassé des traces des administrateurs, puisqu'ils ne servent à rien, ils sont faciles à reconnaître. On utilise ces LI dans le log pour les identifier. J'ai parsé les dates, ça veut dire que le mot janvier, juillet, qui sont écrits en toutes lettres, ont été transformés en chiffres pour qu'ils puissent être analysés. Et j'ai filtré le nom de l'enseignant. Le nom de l'enseignant, voici pourquoi. Ceci est une représentation d'un de mes cours. J'ai effectué 1200 modifications sur le cours, alors que les étudiants, les utilisateurs de cet espace, sont aux alentours de 200. Ça fausse la lecture. Comme vous pouvez le remarquer, la majorité n'atteigne pas 200, et ici, on est sur un autre niveau d'échelle. Donc, le profil de l'enseignant m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai ajouté la possibilité de le filtrer. Ensuite, pour ce qui est de la structure, j'ai divisé 36 cas possibles d'analyse.
chaque croisement est impossible. Heure, il n'y a aucun intérêt à analyser l'heure versus l'heure. Et ça nous fait une demi-pyramide qui se compose de 36 cas d'analyse. Bon. Donc, je vous présente directement à quoi ressemble le logiciel. Le voici. Personnellement, je l'exécute à l'intérieur de mon IDE habituel, VS Code. Donc, ici, c'est une partie qui installe les librairies manquantes, quelques fichiers de préparation. Donc, voici une case de texte suivie d'une case de code. Quand on l'exécute, voilà ce qu'on obtient. Ici, c'est la fréquence d'activité par utilisateur. Chaque utilisateur, combien de fois est-ce qu'il a consulté ou fait quelque chose sur le cours. Pareil. Ici, c'est un autre cas. Donc, un deuxième code, on obtient un nuage de points de leur connexion. Sur Ici, c'est du machine learning. Donc, la machine a automatiquement déterminé des catégories d'utilisateurs. Elles ont été classifiées. C'est de l'intelligence artificielle appliquée, quoi, pour aller au plus simple. Donc, oui, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ah, ça va. Donc, l'évolution de l'activité. Par exemple, ici, on peut voir c'est pas un histogramme, si, c'est un histogramme, je crois. Bon. L'évolution de l'activité avec le temps, à travers le temps, pour être tout à fait exact, sur chacun des trois corpus. Ici, nous obtenons une heatmap. Ici, vous allez remarquer, c'est sur l'axe X, c'est les heures, sur l'axe Y, c'est les jours. Donc, en passant la souris, je peux savoir à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, les utilisateurs se connectent le plus et interagissent le plus avec le contenu. Donc, si vous souffrez de problèmes pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut prévoir des vidéoconférences, le logiciel peut vous aider à décider de ça. Ici, on peut remarquer une évolution, un changement. Ici, sur ce sous-corpus, un gros pic de connexion à 6 heures du mat, il me semble. Donc, ça ouvre des pistes d'analyse. En somme, et pour résumer, vous avez quasiment tous les cas qui ont été déjà codés et prêts à être analysés. Il me semble-t-il que les adresses IP, donc il y a 8 cas qui n'ont pas été encore codés puisque j'ai encore des problèmes à convertir les adresses IP en localisation pour savoir géographiquement où se trouvent les étudiants qui interagissent avec le cours. Donc, je passe à la conclusion. Donc, pour conclure, voici une petite comparaison avec d'autres outils. Principalement, on va trouver Moodle en lui-même qui offre quelques outils d'analyse assez basiques. Il y a quelques scripts en R, mais ils sont extrêmement difficiles à mettre en place. Il y a Moodle Offline Analytics qui est assez semblable à ce que l'on souhaite faire. Et il y a aussi eu des travaux qui permettent d'analyser les fichiers log de Moodle avec un simple fichier Excel. Donc, je me permets de sauter les défis et les limites. Donc, pour ce qui est de la prochaine version, je compte intégrer l'intégralité des possibilités d'analyse. Donc, vous aurez 36 cas d'analyse, voire plus pour certains. Des propositions, des graphiques plus variés, puisqu'actuellement, c'est beaucoup de barres et ils ne sont pas systématiquement les plus pertinentes pour faire des analyses. La possibilité d'anonymiser les données pour pouvoir les communiquer dans des publications scientifiques, parce que pour l'instant, il affiche encore les noms des utilisateurs. Ça peut poser problème de vie privée. Donc, et pour de futurs développements, l'expérimentation sur des corpus plus gros, la capacité à analyser le comportement des enseignants
tous ensemble sur la plateforme, c'est-à-dire filtrer les étudiants, récupérer un corpus au niveau de toute une université, par exemple, sur toute une année, pour analyser le comportement des enseignants, pour savoir où se trouvent leurs lacunes et proposer des formations continues qui répondent réellement aux besoins sur le terrain. Si tout le monde sait utiliser un forum, il n'y a pas de raison de forcer tout le monde à apprendre pendant 3 heures à utiliser un forum. Une formation professionnelle beaucoup plus ciblée. Aller vers l'intégration du machine learning, bon, ça c'est pour pouvoir prédire les comportements à risque. En utilisant le machine learning, il y a eu des études de, je vais citer Ahmed Khan de 2019, qui ont pu déterminer à l'avance les comportements et les étudiants qui lâchent leur cursus académique, bien avant que cela se produise, donc on peut éviter ça. Et l'intégration des résultats d'examen pour pouvoir faire des corrélations entre le comportement des étudiants sur la plateforme et ce qu'on qualifie aujourd'hui comme étant du succès académique, c'est-à-dire se baser sur les notes et pas seulement sur leur comportement lié, enfin, sur leurs compétences acquises. Pour le reste, je vous remercie. Je vous affiche mon adresse mail si certains veulent recevoir une copie du logiciel. Ma foi, je devrais normalement le publier et le partager sur les réseaux, enfin sur GitHub, sûrement d'ici la fin de semaine, pour que tout le monde puisse le tester et l'évaluer. Je vous remercie.